Environ un quart de la population mondiale, asiatique et occidentaux confondus, consomme actuellement des plantes médicinales chinoises. Plaque tournante des ventes de la pharmacopée d'Asie du Sud-Est, Hong Kong abrite à elle seule un marché mondial en pleine expansion, qui pèserait, selon l'OMS, pas loin de 100 milliards d'euros. Rhizomes, bois de serre, iguanes séchées, cornes d'antilope, coquillages, nids d'hirondelles, métaux, minéraux, ici tout se vend et se négocie, s'importe et s'exporte. Mais depuis quelques années, une nouvelle économie est née. Présenté comme le Viagra de l'Himalaya, le cordyceps sinensis a détrôné le ginseng. Il vaut plus cher que l'or et s'offre en cadeau de mariage. La légende décrit l'énergie décuplée des yaks tibétains qu'il aurait brouté sur les hauts plateaux. Il aurait des propriétés miraculeuses et certains laboratoires n'hésitent pas à le présenter comme la panacée de demain. Grâce à la recherche, on en sait beaucoup plus sur le cordyceps, surtout depuis l'épidémie de SRAS en 2003. Beaucoup de gens l'ont attrapé. Il y a même des praticiens de médecine occidentale qui se sont soignés avec le cordyceps. Les plus authentiques viennent de la région autonome du Tibet. Ce sont de loin les meilleurs. Mais de quoi s'agit-il exactement? D'un champignon aphrodisiaque? D'un tonique puissant? Les vertus du cordyceps seraient si nombreuses que l'on s'interroge. Mythe ou réalité? Début mai, dans la province du Yunnan, les Tibétains de Zhongjiang scrutent le ciel avec anxiété. Depuis quelques années, les pluies de printemps riment avec argent. Il faut qu'il pleuve pour que pousse le cordyceps si précieux. Dès son apparition, les villages se vident. Toutes les personnes valides se dispersent dans la montagne, paralysant presque le reste de l'activité économique. En ce moment, je suis plutôt occupée, car les membres de ma famille sont tous partis cueillir les cordyceps. Ils reviendront dans quelque temps, peut-être dans une semaine. Chaque printemps, les Tibétains partent installer leur campement à une journée de route de Zhongjiang, à la frontière entre le Yunnan et la région autonome du Tibet. Pendant les 2 mois que vont durer la récolte, ils abandonnent leur activité pour se mettre en quête de cette curiosité de la nature. Leur trésor, comme ils l'appellent, ne pousse qu'en Himalaya, entre 4 et 5 000 mètres d'altitude. On le trouve aussi au Népal et au Bhoutan, mais les plus beaux spécimens viennent principalement des hautes terres du plateau tibétain. Fermiers, nomades, tous vivent dans un rayon de 100 km autour du comté de Zhongjiang. Frères, oncles, tantes, voisins se retrouvent. Il existe même des congés spéciaux pour permettre aux enfants de participer à la collecte. À les voir accroupis au milieu de rhododendrons nains, on pourrait les croire partir amasser des myrtilles. Il n'en est rien. Tenter de récolter le cordyceps, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. L'organisme si précieux dépasse à peine de 2 cm de la surface d'un sol qui est le plus souvent encore gelé. Invisible à hauteur d'homme, il faut ramper pendant des heures à sa recherche,
les yeux scrutant le relief. Regarde, en voilà un, ici. Ah oui, attention, il est fragile. Regarde bien, il y en a peut-être un autre. Il est grand. Lorsque j'ai commencé à les ramasser avec mon père, je n'arivais pas à en trouver. C'était difficile. Je ne les voyais pas, je n'avais pas d'expérience. C'est seulement la deuxième année que j'ai commencé à comprendre comment faire. Au tout début, en une semaine, j'arrivais à en récolter 1 ou 2 grammes. Une fois repérée, c'est alors que commence la délicate opération. Déterrer sans la casser la partie souterraine tout enchevêtrée dans des racines. Sa longueur peut varier de manière significative. Et plus le cordyceps est beau et entier, plus il se vendra cher. Bien avant que nous ne fassions partie de la Chine, nous, les Tibétains, on cueillait et on consommait déjà le cordyceps, et bien d'autres plantes d'ailleurs. Bien avant qu'il n'y ait des hôpitaux et des dispensaires. Lorsque nous sommes malades, nous en prenons et c'est ainsi que nous guérissons. On peut le faire mijoter dans la soupe de poulet ou dans un plat de porc. Ou bien encore ceux qui boivent le font macérer dans de l'alcool. Attention de ne pas le casser. Il est très beau. Au fil des ans, cette activité est devenue une ressource majeure, dont dépendent complètement un grand nombre de familles tibétaines. Mais le plus étonnant de cette histoire commence sous la terre. En effet, cet extraordinaire organisme est le fruit d'un des plus surprenants cycles biologiques de la nature. À l'origine, il s'agit d'une chenille primitive qui vit à quelques centimètres sous terre. Elle se déplace, creuse des galeries et va connaître une dizaine de mues avant de commencer sa surprenante métamorphose. À l'Université de sciences et technologies de Hong Kong, l'équipe de biologie du professeur Carl Tsim travaille depuis plusieurs années sur l'authentification de cette espèce. Cette singulière union entre un insecte et un champignon intrigue encore les scientifiques.
Nous avons donc un organisme fait de deux parties. L'une est un champignon, l'autre est une chenille. L'espèce de champignon que nous étudions est le Cordyceps sinensis. Parallèlement, nous avons une larve particulière, celle du papillon du nom latin de Epialus armoricanus. Cette chenille vit dans les montagnes enneigées pendant l'hiver. Ensuite, les spores qui proviennent du mycélium du champignon Cordyceps sinensis de l'année précédente sont disséminés sur ces mêmes pentes. À la fonte des neiges, ces spores vont se mêler et se répandre dans le sol. Les chenilles, de leur côté, vont ingérer ces spores. À un moment déterminé, au printemps, les spores du champignon se développent dans le corps de la chenille et ressortent par le haut. En effet, ce champignon est à la recherche de chaleur. Il se dirige donc vers le soleil et quand il sort de terre, il ressemble à une herbe, d'où son nom, chenille d'hiver, brindille d'été. Malgré son nom, le Cordyceps sinensis n'a donc rien d'un végétal. Il s'agit d'un champignon qui parasite un insecte et provoque sa mort. On sait que l'épialidé dont il est issu est un papillon très primitif. Pendant l'une des nombreuses mues que connaît sa larve, le champignon parasite peu à peu l'insecte qui se retrouve momifié. Le mycélium continue de se développer en saprophyte, c'est-à-dire en mangeant les tissus morts, puis il finit par fructifier. Cette métamorphose d'une chenille en champignon est à l'origine de la ruée vers l'or qui se répand dans toutes les régions tibétaines aujourd'hui. « 150. Combien ? 150 yens la pièce. 150. 500 grammes ? Non, la pièce. Les Tibétains eux-mêmes ne savent plus très bien quand a démarré cette quête frénétique. Peut-être en 1993, quand deux Chinoises, championnes d'athlétisme, battent des records mondiaux. Leur entraîneur évoque alors les effets d'une substance tibétaine miraculeuse. Les anciens s'en étonnent encore. À leur époque, on récoltait le cordyceps, on en gardait un peu à la maison pour soigner les défaillances dues à l'âge, et le reste était revendu à la fabrique de remèdes voisine. Si la médecine moderne est aujourd'hui accessible, c'est toujours le praticien traditionnel que l'on consulte en premier lieu. La médecine tibétaine s'inspire des traités indiens et chinois. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire du patient et surtout sur la palpation des pouls. Leur rythme, leur intensité, la fréquence donnent une idée de l'état des principaux organes du malade. Et vous mangez bien? Oui, mais trop, car maman fait très bien la cuisine. C'est bien, mais pour aller mieux, il faut plutôt se nourrir en petite quantité et régulièrement. Dans le cas d'un malade souffrant de ce que l'on appelle le vide d'énergie du rein, on va prescrire le cordyceps pour réguler son fonctionnement et parfois on le complète avec d'autres remèdes tibétains. Dans ce cas, les résultats seront excellents.
Le cordyceps est aussi utilisé pour renforcer la résistance physique des personnes, spécialement les convalescents. Un cordyceps par jour, pendant plusieurs semaines, stimule de manière évidente le système immunitaire et tout l'ensemble de l'organisme. Les préparations prescrites, poudre, décoction, extrait, combinent les éléments d'une très riche pharmacopée où les produits d'origine végétale prédominent largement. L'Himalaya et le Tibet en fournissent plus de 2000 sortes, dont environ 300 font partie de l'usage courant et constituent un véritable trésor pour tous les Asiatiques. Le Cordyceps sinensis est le plus précieux. Les Tibétains l'appellent Yartsakumbo, les Chinois Chungtao, ce qui dans les deux langues signifie chenille d'hiver, brindille d'été. Tenez vos cordyceps. Vous devez les faire mijoter dans de la soupe de poulet ou de canard, mais pas trop longtemps. Et surtout, ne les prenez pas avec vos autres médicaments. Derrière les tiroirs de l'immense officine se trouvent les entrepôts de la plus grande société de produits pharmaceutiques de la ville de Kunming, le Yunnan Herbal Group. En quelques années, la médecine tibétaine est devenue un des piliers industriels de la Chine et elle génère des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Le marché mondial de la phytothérapie est en pleine expansion. Mais une grande opacité règne quant à l'origine et à la filière de récolte des plantes. Le Cordyceps sinensis fait partie des marchandises de valeur. Il est gardé dans un lieu à part. Ici, dans ce hangar, nous ne stockons que les produits communs de la pharmacopée. Il y a un autre endroit où sont entreposées ce type de substances, comme le cordyceps ou encore le ginseng. La pièce où on les réceptionne et où on les stocke est fermée en permanence. Et il y a 2 gardiens qui se relayent. Cette marchandise est trop précieuse. Il est indispensable qu'il y ait plusieurs personnes chargées de la surveillance. Impossible d'en savoir davantage sur la quantité que cette firme négocie chaque année, ni sur son origine. Mais remontons au début de la chaîne des intermédiaires. Elle commence dans les montagnes du Tibet. « 200. 300. 200, ça te va? Non, 300. Je te donne 250. Non, 300. 300, c'est pas assez. Bon, 260. C'est toi qui as gagné. Les cueilleurs tibétains sont les premiers maillons de cette chaîne. Chaque soir, ils négocient le fruit de leur récolte avec Tashi, l'homme qu'ils ont choisi comme chef de camp. Tashi est le 2e maillon de la chaîne. Dans le camp, c'est lui qui supervise la nouvelle réglementation mise en place par le gouvernement pour enrayer les ruées de récoltants et d'acheteurs. En moins d'1 heure, la marchandise va repasser entre plusieurs mains et son prix sera multiplié par 3. Non. Regarde.
Tu proposes combien alors? Voilà. Il faut calculer. Voir combien ça fait. Tu es d'accord avec 800? Non, non. Il manque encore 100. Ah, vous êtes dur. Super, on a fait de bonnes affaires. Allez, encore 100. Encore un. De bonnes affaires tous les deux. Ouais, toi comme moi. Les cordyceps sont à un bon prix ici. Ici, au camp de Bayman, le business est de plus en plus difficile. Vraiment très difficile. Les prix montent et descendent, ça peut varier de 100 à 200 yuan pour une paire. Au début de la cueillette, les prix étaient trop bas, pas plus de 100 yuan. À ce prix-là, moi je le nettoie, je le mets dans la soupe et puis je le mange. Kesang est le troisième maillon de la chaîne. Simple fermier, il est devenu cueilleur puis acheteur. Sa boîte de carton remplie aux 3/4 représente déjà un investissement important. Cette frénésie de cueillette remodèle totalement la société rurale tibétaine. Les Tibétains réalisent qu'une de leurs pratiques traditionnelles est devenue une économie très florissante. Et ils ont bien l'intention de la garder. Kesang agit pour son propre compte. Il a emprunté de l'argent avec intérêt pour se lancer dans ce négoce. Et il doit se montrer extrêmement prudent. Le prix du cordyceps varie tout au long de la récolte. Et il faut pouvoir suivre ses mouvements. Grâce aux technologies modernes, Internet et téléphones portables, les revendeurs connaissent presque en temps réel le prix d'un superbe spécimen récolté et vendu à l'autre bout du Tibet, à plus de 2000 km de là. Depuis 30 ans, le cordyceps a vu son prix multiplié par 2000. Un seul spécimen, selon sa taille, coûte jusqu'à 2 € sur les places de marché locaux. Il sera revendu à Shanghai ou à Hong Kong jusqu'à 40 fois ce prix. Je viens de Dongguan, dans le comté de Shangri-La. Avant, je ramassais les cordyceps sinensis dans les montagnes tout autour de mon village, à la hauteur des neiges éternelles. La vie était très dure. Il y faisait très froid et nous étions isolés. On avait très peu d'argent.
Aujourd'hui, j'ai changé. Je suis ici, à Zhongjiang, et j'essaye de gagner ma vie en revendant. Je les achète au marché, mais aussi directement aux cueilleurs. Et puis j'irai les revendre dans les grandes villes aux grossistes musulmans. Ce sont eux qui détiennent le marché à Zetang, par exemple. « 50 yuan, c'est ton prix le plus bas ?» Oui. Bon, je peux te les faire à 45 yuan. Et combien le gramme? Non, on ne compte pas en grammes, mais à l'unité. Le kilo se négocie aujourd'hui autour de 25 000 €, plus cher que l'or. Une somme qui engendre fatalement des malversations. Avant, on achetait les cordyceps à Chengdu. Maintenant, on n'ose même plus. Ceux d'ici, on sait qu'ils viennent directement de ces montagnes. Aujourd'hui, que ce soit à Aba ou encore à Chengdu, ceux qu'on trouve sur le marché sont des faux. Ils ne sont pas sauvages. Ils sont cultivés ou modifiés à la machine. La couleur est la même, la taille aussi, mais ils n'ont aucun effet thérapeutique. Dawang est le 4e maillon de la chaîne. Cet acheteur tibétain travaille pour le compte de grossistes basés à 500 km d'ici, dans les grandes villes du Tibet de l'Est. L'année dernière, son activité lui a rapporté plus de 7 000 €. Mais cette année, toutes sortes de rumeurs circulent. Bien que de forme et de couleurs identiques, certains cordyceps seraient faux. Le 5e maillon de la chaîne est un grossiste. Luo Guanfu est un pharmacien chinois. Il a monté la première herboristerie haut de gamme de Kunming il y a déjà une vingtaine d'années. Ceux-ci, par exemple, ne sont pas des cordyceps sinensis. Ce sont des yashaban. Et cette espèce, c'est un liangshan. On peut à peine les différencier. Vous voyez, si je prends un faux et un vrai, une fois mélangés, c'est impossible de les distinguer. Ces deux-là sont des cordyceps, mais cette espèce-ci est nocive. C'est un champignon qui pousse à basse altitude. Si vous le mangez, il vous provoquera des nausées, des troubles intestinaux et des vertiges. Donc si vous allez au marché, à Hong Kong, vous avez une chance sur 2 d'acquérir un faux champignon. J'ai en face de moi 2 espèces de cordyceps. L'un est le vrai, l'autre est celui que l'on trouve le plus couramment sur le marché. Et c'est un faux. Il n'est pas sinensis. On l'appelle R. panchongtao. Ce sont 2 cordyceps issus de chenilles et de champignons différents. Et l'un d'eux ne doit absolument pas être utilisé comme médecine. Un vrai casse-tête chinois. En réalité, on peut donc trouver de nombreux cordyceps dans la nature. On en dénombre même plus de 300. Tous s'appellent cordyceps, mais un seul aurait des vertus médicinales, le sinensis. Pour vérifier ses propos, le professeur Tsim a envoyé Tina, son assistante, à Shenwan, le quartier des plantes médicinales de Hong Kong. Pourriez-vous me montrer des cordyceps du Tibet à 1 300 $ les 30 grammes, s'il vous plaît? Ils sont vraiment gros. Oui, et c'est moins facile de les distinguer.
Mais alors, sont-ils chers parce qu'ils sont plus gros? Oui, Alors d'accord. Plus gros, donc plus cher. exactement. Tina, tu as acheté des cordyceps? Oui, regardez. À quel prix? 700 $ les 30 grammes. Il semble qu'il y a des vrais là-dedans. Ce sont des vrais. Mais il y en a qui sont cassés. Les cassés coûtent moins cher. Ceux-ci sont chers. Comment était leur tête? Était-elle brillante? Les têtes étaient petites. Brillait-elle? Oui, mais en revanche, les pattes se distinguaient très nettement. À mon avis, ceux-ci sont des vrais cordyceps. Je dois bien reconnaître que la plupart de ces champignons ne sont pas des vrais cordyceps sinensis. Si vous regardez ceux qu'ils vous vendent 400 $ les 100 grammes, leurs 4 paires de pattes sur le ventre ne se distinguent pas. Et ils brillent à la jonction entre le verre et le champignon. C'est quand ils sèchent que cette partie se met à briller. Voici les deux façons de les distinguer. D'un côté, les pattes. De l'autre, cette jonction à la partie supérieure de la chenille. Mais compliquons encore un peu les choses. Sur le marché, on trouve un autre cordyceps appelé Cordyceps militaris. Ce dernier ne doit absolument pas être utilisé en médecine. Cependant, vous pouvez l'acheter sur le marché. Dans bien des cas, on utilise ces militaris pour en faire de l'extrait. Ou bien ils sont conditionnés en capsules et vendus en tant que complément nutritionnel pour environ 100 $, alors qu'il ne s'agit pas du bon produit. On doit donc faire face à de nombreux problèmes sur le marché des cordyceps sinensis à Hong Kong. Et ce problème est encore plus grave en Chine continentale. En Chine, les entreprises pharmaceutiques fabriquant des médicaments tibétains à base de plantes ne cessent de se multiplier. Au Yunnan, celle de Zhongjiang est la plus importante. Nommé depuis tout juste un an, son directeur, M. Li Junyu, est un biologiste chinois. Nos produits ne ressemblent pas aux autres, puisque toute la pharmacopée tibétaine exige un processus de fabrication très particulier. Tout d'abord, il s'agit de techniques proprement tibétaines, et les substances elles-mêmes détiennent des propriétés spécifiques. Ces plantes médicinales font l'objet d'un traitement minutieux, qui passe par la vérification des ingrédients de base, puis ils sont séchés, broyés, triés entre gros et petits éléments, puis mixés, et enfin conditionnés en capsules et en paquets. En ce qui concerne la qualité, nos produits doivent répondre aux normes. Nous subissons des contrôles de surveillance indépendants et très stricts. La médecine tibétaine risque fort de se voir entraînée dans la surenchère du marché des médecines alternatives. Il est quasiment impossible de savoir si ces pilules contiennent du Cordyceps sinensis ou bien du simple militaris. En réalité, de plus en plus de praticiens traditionnels se plaignent et émettent de sérieux doutes sur le traitement et l'origine des plantes. Jusqu'à 100 millions de cordyceps sont probablement ramassés chaque année. En 2006, le gouvernement a légiféré. Les cueilleurs ont pour obligation de reboucher les trous qu'ils créent et on envisage même d'interdire le ramassage pendant une année de manière à favoriser les repousses futures.
Sous la pression de cueillettes excessives, toutes les ressources sauvages sont en danger, et plus particulièrement les plantes himalayennes d'altitude. Selon les spécialistes, elles pourraient tout simplement disparaître dans les années à venir. Mille mètres plus bas, les habitants de la région de Shangri-La ont commencé, il y a quelques années, à développer une agriculture intensive. Aujourd'hui, le prix du cordyceps a terriblement augmenté et il vaut maintenant plus cher que l'or. Mais pour l'or, il faut se soumettre à un tas de formalités pour pouvoir en chercher. Alors que pour récolter le cordyceps, il n'y en a pas besoin. Il y a donc trop de monde sur les montagnes d'un seul coup. Ça aura une grave incidence sur l'environnement dans quelques années. J'en suis certain. Monsieur Zhang est un homme important à Zhongjiang. Il incarne à la fois les valeurs traditionnelles et la modernité. Ancien employé de la télévision du Yunnan, il a très tôt manifesté une prise de conscience écologique et il participe activement au développement économique de sa région. S'il reconnaît que la récolte du cordyceps a amélioré sensiblement le niveau de vie au Tibet, ce revenu n'est pas fiable à long terme. C'est lui qui a poussé les villageois à investir leurs gains dans le développement de nouvelles sources de revenus, beaucoup plus durables que celles-là. Une fois à la retraite, j'ai pris contact avec des spécialistes en agriculture. Et puis j'ai commencé à développer la culture dans ma famille. Et petit à petit, tout le village s'y est mis. Je leur ai appris comment cultiver la terre. Au début, ils ne savaient pas comment faire, puisqu'il n'y avait pas cette tradition de maraîcher. C'était vraiment difficile. Et puis, ils ont manifesté de plus en plus d'enthousiasme. Maintenant, les familles peuvent organiser leur travail et diversifier leurs activités. Leurs revenus sont plus élevés et leur situation bien meilleure qu'auparavant. Si la demande continue à augmenter ainsi, on pourra produire encore davantage. La zone de répartition du cordyceps sinensis est très restreinte. Même si le Népal et le Bhoutan en récoltent également, c'est bien la Chine qui contrôle le marché mondial. Hong Kong fait office d'immense entrepôt et réexporte principalement vers une douzaine de pays, dont Taïwan, les États-Unis et surtout le Japon, premier pays consommateur de plantes médicinales. Les Asiatiques ont toujours été fascinés par les plantes merveilleuses, aux vertus soi-disant aphrodisiaques et dopantes. Et le cordyceps alimente tous les fantasmes, malgré un manque de véritables études cliniques. La course au profit pousse les laboratoires à chercher à isoler les molécules générant les principes actifs du cordyceps sinensis. À l'Université polytechnique de Hong Kong, le professeur Wu a commencé il y a 8 ans ses recherches. Il vient d'obtenir une nouvelle souche qui posséderait des propriétés supposées anticancéreuses. Vous voyez, celle-ci a une couleur verte violacée, alors que celle-ci est blanche. Celle-ci est certainement très proche de la pénicilline. Ici, nous avons un organisme qui ressemble à l'espèce de cordyceps que l'on connaît déjà. J'ai appelé cette souche de champignon CSK numéro 1. Après l'avoir étudiée, nous avons conclu qu'elle était la meilleure, aussi bien en termes de composants chimiques que d'effets sur la santé.
On a aussi comparé avec l'espèce naturelle ses propriétés antitumorales et antioxydantes. Cette souche aurait donc des propriétés 5 fois plus puissantes que le cordyceps naturel. Voici la poudre de mycélium que l'on obtient à partir de la fermentation. On doit d'abord séparer le mycélium du liquide, puis on l'isole et on le sèche. Et puis on le réduit en poudre. Vous voyez la couleur jaune de cette fine poudre? Elle peut être utilisée comme un complément alimentaire et va être commercialisée très prochainement. À plusieurs reprises, les laboratoires ont tenté de cultiver ce cordyceps sauvage. Mais ils ont échoué. Les chenilles se mangeaient entre elles. Pour déterminer le rôle de la chenille dans le cordyceps sinensis, les deux parties auraient été distinctement analysées. Elles montrent une grande similitude de leurs différents composants chimiques, dont la cordycépine, une substance absente du mycélium de culture sur lequel la plupart des études pharmacologiques sont réalisées. Or, c'est elle qui contiendrait d'importantes propriétés. Alors, entre cordyceps de laboratoire et cordyceps naturel, quel serait le plus efficace? Et que vaudraient les vertus thérapeutiques d'un champignon sans sa chenille? John Holliday est directeur du plus grand laboratoire américain de produits pharmaceutiques à base de champignons. Il veut faire du cordyceps sinensis un produit phare pour les années à venir. Invoquant l'éventuelle disparition de l'espèce ainsi que le dégoût des Occidentaux à l'idée de manger une chenille, son laboratoire a isolé la cellule souche et l'a fait se reproduire non pas sur un insecte, mais sur des végétaux. Le résultat obtenu serait au-delà de toute espérance. Grâce aux biotechnologies américaines, Aloha Medicinal est capable de partir de ce cordyceps sauvage, d'en faire des cultures en laboratoire et ainsi d'en produire d'immenses quantités. À partir de là, on est à même d'en extraire des composés antiviraux pour en faire des médicaments qu'on pourra distribuer à travers le monde aux personnes qui en ont le plus besoin. En effet, dans certains pays du sud de l'Afrique, jusqu'à 85% de la population est porteuse du virus du sida. Notre laboratoire investit toute son énergie pour apporter des solutions à ces populations. Ainsi, à partir d'un seul petit champignon ramassé sur le terrain, on produira des centaines de millions de doses de médicaments. Oh, look at that. Issu des hauts plateaux tibétains, ce cordyceps made in USA ne serait-il pas qu'un produit de plus? Inspiré de médecine traditionnelle, il engendre certainement de grands espoirs, mais aussi beaucoup d'interrogations. J'ai donc évoqué les différents problèmes que peut rencontrer le consommateur de cordyceps. Mais je dois reconnaître que malgré cela, beaucoup de gens en prennent quotidiennement, à Hong Kong comme en Chine. Et d'un point de vue clinique, de nombreux patients confirment se sentir vraiment mieux après avoir suivi leur traitement. Malheureusement, nous ne savons toujours pas comment ce champignon agit dans notre corps. Quels sont exactement ses composants actifs? Sur quels organes, plus particulièrement, il a un effet? Nous ne le savons pas vraiment. L'absence d'évaluation clinique fiable n'a cependant pas empêché cette université de vendre son brevet de culture du cordyceps à des firmes pharmaceutiques chinoises.
Plusieurs variétés se retrouvent ainsi sur le marché en très large quantité, sans que les patients soient certains d'acheter un produit efficace. À elle seule, Hong Kong aurait exporté au cours des 4 dernières années plus de 70 tonnes de cordyceps dans le monde entier. Et si les laboratoires réussissaient à envahir le marché avec leurs substances? Qu'adviendrait-il du cordyceps sauvage et des Tibétains qui le ramassent? L'histoire du cordyceps sinensis reflète assez bien à elle seule le contexte du Tibet actuel. Une population pauvre, dans un pays aux immenses ressources naturelles, dont certaines âprement convoitées par le gouvernement chinois. L'irruption de cette ruée de l'or brun a été aussi inattendue que brutale. De nombreux nomades se sont soudainement sédentarisés, délaissant leurs activités ancestrales. Symbole d'une mutation du vivant, le cordyceps sinensis est aussi celui d'une mutation des traditions. Pour les cueilleurs de Zhangjian, les 2 mois de récolte touchent à leur fin. On estime que 60% de l'économie rurale du Tibet se jouerait pendant ces quelques semaines. Ce matin, chacun repart avec en poche les 3/4 de son revenu annuel. De quoi financer les études, les besoins de santé ou acquérir des biens de consommation jusqu'alors inaccessibles. Sa besace pleine, Kesang va rejoindre la ville. Il espère que cette année encore sera prospère. Il sait que les Asiatiques préfèrent de loin le cordyceps sauvage aux pilules modernes consommées par les Occidentaux. Mais pour combien de temps encore ? Tashi et quelques-uns de ses compagnons partent pour une dernière cueillette. Le cordyceps est ainsi acheminé depuis les sentiers et pierriers tibétains jusqu'aux rayons des supermarchés asiatiques. Sa renommée va bien au-delà de ses vertus tonifiantes et rejoint pour certains le mythe de l'immortalité. Le Tibet n'est plus ce royaume des récits de nos aïeux. Après son annexion par la Chine, le pays a connu un véritable cataclysme social et culturel. Sa médecine a survécu. Il serait dommage qu'elle devienne la victime d'une insatiable recherche de panacées.